porter sur les questions de méthodologie. Et si Dieu le veut, on va essayer d'expliquer la méthodologie de la dissertation de manière brève, la méthodologie de l'explication de texte pour les séries générales, du texte suivi de questions des séries SG et aussi du texte du second tour aussi pour tout le monde. Voilà, donc sans plus tarder, nous allons commencer par la dissertation. Donc, dans une dissertation, on peut avoir plusieurs formes de sujets. Les sujets sont souvent sur une forme de question. On peut avoir plusieurs formes de sujets, les sujets analytiques, les sujets thématiques, les sujets dialectiques. Mais rassurez-vous, ici à Djibouti, en classe de terminale, nous faisons simplement des sujets dialectiques. Et un sujet dialectique, c'est une question fermée. Une question fermée, c'est une question au suite de laquelle, voilà, on peut répondre par oui ou bien par non. On peut répondre par oui ou bien par non, ou bien par oui et par non. Le problème, c'est qu'il ne faut pas dire ni oui, ni non. Il faut savoir être un jongleur, il faut savoir être, comment dirais-je, un acrobate. Il faut savoir danser sur la corde, il faut savoir nuancer. Il faut nuancer. Nuancer pour ne pas dire ni oui, ni non. Voilà, mais c'est possible de mais aussi, vous voyez bien. Dans une certaine mesure, on pourrait penser mais aussi on peut. Vous voyez bien, donc ici, ça nous permet de dépasser le oui et le non. Et après cela, il faut savoir pourquoi est-ce qu'on vous donne un sujet de dissertation. Les exigences d'un sujet de dissertation, c'est de savoir si l'élève est capable d'avoir un esprit critique. Vous comprenez? Vous voyez bien. Donc d'avoir un esprit critique, de savoir que rien n'est évident. Rien n'est évident. Et devant chaque question, on peut proposer une réponse. Comme cette même réponse-là, on peut la remettre en cause. Et à part même cette réponse, il peut y avoir aussi d'autres réponses. Vous comprenez? Donc si on donne un sujet, la réponse la plus évidente, c'est ce que nous appelons la thèse. Il peut y avoir cette réponse. Mais à part cette réponse-là, on peut avoir d'autres réponses. Ou bien même, cette première réponse, nous pouvons la critiquer. Nous pouvons montrer ses limites. Nous pouvons la remettre en cause. Vous voyez bien? Ça nous montre tout simplement que il ne faut pas avoir un esprit fermé. Un esprit fermé qui fait que, voilà, on pense que chaque fois, soit c'est la chose, soit ce n'est pas la chose. Non, non. Ça peut être la chose, mais la chose elle-même, elle peut poser problème. Et à part cette chose-là, il peut y avoir d'autres choses. Vous voyez bien. Et là, vous voyez qu'on a essayé de construire une thèse, une antithèse et une synthèse. Vous comprenez? Donc c'est ça un sujet de dissertation. Et donc de ce point de vue, nous voulons savoir si vous avez un esprit critique. Et l'esprit critique vous poussera à savoir que oui, ceci est quelque peu acceptable, mais on peut trouver des limites à cela. Et à part cela aussi, on peut proposer d'autres questions. Donc la question qui était au départ fermée, vous voyez bien, va être ouverte. Ouverte par quoi? Par votre esprit critique. Vous comprenez? Donc c'est ça l'exigence du sujet de dissertation. C'est pour cela que lorsqu'on vous donne un sujet, la première chose que vous devez faire, c'est de faire un travail de brouillon. Un travail de brouillon qui est très suffisant, mais aussi très sérieux. Parce que c'est le travail de brouillon qui va vous permettre de pouvoir trouver tous les problèmes du sujet. Non seulement les problèmes du sujet, mais aussi de pouvoir sortir toutes les orientations possibles qui sont en rapport avec ce sujet-là. Donc si le travail de brouillon est sérieux, le travail va être très facile parce que vous n'allez faire que suivre votre travail de brouillon. Vous voyez bien. Donc de ce point de vue, vous devez tout simplement pouvoir reconnaître que cette question a un problème. Une question, elle est une question, mais il y a plusieurs formes de questions, les gens. Donc les gars, il y a plusieurs formes de questions. Par exemple, lorsque je vous dis quelle heure est-il, vous me dites directement que la question, elle est évidente. Waouh, on dirait qu'il y a eu un petit problème de connexion. Donc la réponse, elle est évidente ici. Et donc si la réponse, elle est évidente, je vais activer, donnez-moi un instant, le flash. Je ne sais pas si vous me voyez. Le flash, je pense que c'est ça. Voilà, merci beaucoup. Donc ici, lorsque on vous pose cette question, quelle heure est-il? La réponse, elle est évidente. Il est 19h08. Il n'y a pas de problème. Et s'il n'y a pas de problème, cette question ne nous intéresse pas ici en philosophie. Voilà, elle ne nous intéresse pas puisqu'elle n'a pas de problème.
Et si elle n'a pas de problème, le philosophe, il s'endort. C'est pas l'affaire du philosophe. Lorsqu'on vous demande s'il fait nuit ou jour, vous répondez directement qu'il fait nuit, en tout cas ici à Djibouti. Il fait nuit. Donc la réponse, elle est évidente. Donc ça, ce n'est pas une question philosophique. Une question philosophique, c'est une question devant laquelle je ne suis pas capable de proposer une seule réponse évidente. Je peux proposer une première réponse qui semble la plus évidente, mais même cette réponse-là, elle peut poser problème après. Voilà, c'est-à-dire qu'on peut montrer les limites de cette réponse. Et après cela, nous pouvons aussi peut-être proposer d'autres formes de réponses. Donc, si vous regardez bien, c'est une question valise, c'est-à-dire une question qui renferme en son sein, vous voyez bien, beaucoup de problèmes. Et nous, c'est ce que nous cherchons en philosophie. Parce que la philosophie, c'est le sens des problèmes. C'est comme en science. Vous voyez bien, vous avez appris avec Bachelard que l'esprit scientifique a ce qu'on appelle le sens des problèmes. En philosophie aussi, nous avons ce qu'on appelle le sens des problèmes. Le philosophe, il doit être capable de construire des problèmes. Parce que les problèmes ne se donnent pas par eux-mêmes. Donc, c'est l'esprit critique qui vous permet de pouvoir construire les problèmes. Et en construisant ces problèmes-là, vous allez pouvoir proposer des solutions. Première chose, donc le sens des problèmes, que ce soit dans la science ou bien dans la philosophie. Mais aussi, deuxième chose, le questionnement. Le questionnement, c'est-à-dire être capable, devant un état de fait, de proposer un ensemble de questions qui vont tout simplement réveiller tout simplement cette affaire-là pour nous proposer des réponses après. Et nous saurons bien que la réponse, elle ne sera pas unitaire, ce ne sera pas une seule réponse. C'est une réponse parmi tant d'autres. Et même cette réponse, elle peut être remise en cause. Donc vous avez vu que la question philosophique, elle pose problème et elle peut nous faire réfléchir sur d'autres questions aussi. Et vous l'avez appris avec Bachelard que si les problèmes ne se posent pas d'eux-mêmes, s'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de solution. Et s'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de connaissance scientifique. C'est la même chose aussi en philosophie. En philosophie aussi, c'est la même chose. On construit les problèmes, vous voyez bien, par des questions. Et si on construit les problèmes par des questions, on pourra proposer des réponses. Et ces réponses-là, chacune d'entre elles peut être remise en cause. C'est pour cela que la philosophie est un kumplast, comme le disait Kant, c'est-à-dire un champ de bataille où viennent mourir toutes les théories contradictoires. Donc il y a une certaine contradiction, vous voyez bien, dans les réponses que l'on propose dans la philosophie. Mais ce ne sont pas des contradictions négatives, ce sont des contradictions qui sont positives, qui peuvent faire naître autre chose. Vous comprenez? Maintenant, pour pouvoir faire cela, il faut éviter certaines choses. Il y a des choses à éviter quand on fait un sujet de dissertation. Être trop simpliste d'abord, être trop simpliste. Voilà, c'est-à-dire se limiter au strict minimum. Il y a des élèves qui font cela. Il y a des élèves qui nous proposent, vous voyez bien, qui nous proposent beaucoup de choses, comme par exemple des introductions qui sont trop simplistes. Commencer par définir, après faire, je ne sais pas, une question, reprendre la même question du sujet et faire un plan. Ça, ce n'est pas une introduction. Parce que dans l'introduction, nous devons retrouver les différents aspects importants de la philosophie que sont le questionnement et les problèmes. Donc si on vous donne un sujet, c'est parce que le sujet pose problème. Et si le sujet ne posait pas problème, on n'allait pas vous le donner. Donc dans votre introduction, vous devez être capable de pouvoir identifier les problèmes. Donc dans votre introduction, nous devons pouvoir remarquer les problèmes que vous avez identifiés dès le début, qu'on appellera peut-être l'enjeu du sujet. On va voir cela tout à l'heure. Donc il faut aussi éviter les formules creuses, c'est-à-dire qui ne signifient rien du tout. Comme par exemple dire « depuis que le monde est monde », ouais, bien, ou bien depuis la nuit des temps, ou bien depuis que l'homme est homme, ou bien depuis la naissance du monde. Ces choses-là, ce sont des formules qui ne veulent rien dire. Donc la philosophie, elle est rigoureuse. Donc si elle est rigoureuse, elle ne doit pas se fonder sur des formules qui sont creuses, qui n'ont aucune signification. Vous comprenez? Donc en plus de cela aussi, il faut éviter quoi? Il faut éviter les évidences. Les évidences, c'est-à-dire venir pour dire qu'il est vrai que, ou bien nous acceptons que, nous ne savons rien du tout. Rien n'est vrai pour l'instant, a priori. Donc la vérité en philosophie, elle est une quête perpétuelle qui ne s'arrête pas. Vous voyez bien, elle ne s'arrête pas. Donc il ne faut pas utiliser ces formules d'évidence-là. Et dans votre devoir, vous devez être capable aussi de faire quoi? De faire ce qu'on appelle une argumentation. Ça, même les étudiants qui sont à l'université, ils ont besoin de cela. Il faut être capable d'argumenter.
argumenter par des choses qui sont tenaces, tenables et aussi qui sont rigoureuses. Et l'argumentation, elle se fait de manière progressive. C'est-à-dire, il faut considérer que celui qui vous corrige, il est bête. Il n'a pas compris les choses. Vous voyez bien, il n'a rien compris et donc vous devez être capable de le tirer petit à petit, lui dire les choses petit à petit, lui dire les choses petit à petit, les prouver par des exemples ou bien les illustrer par des citations ou bien tout ce que vous avez. Le faire de manière progressive, petit à petit, jusqu'à arriver à là où vous voulez. Donc c'est ça une argumentation. Donc de ce point de vue, lorsqu'on vous donne ici un sujet, la première chose à faire, c'est de détecter les problèmes du sujet. Donc si vous trouvez les problèmes du sujet, khalas, c'est bon. Vous savez quel est l'enjeu du sujet. Et si vous êtes rigoureux, vous ne pouvez plus être hors sujet. Ce n'est plus possible. Maintenant, beaucoup de sujets ont des pièges, les gars. Beaucoup de sujets ont des pièges. Et il faut savoir détecter les pièges depuis le début. Il y a des sujets qu'on vous donne, par exemple, qui peuvent commencer par « suffit-il » ? Suffit-il ? On peut vous dire cela. Suffit-il ? Vous devez directement savoir que il ne suffit pas. Il peut y avoir ça, mais ce n'est pas seulement ça. Il peut y avoir d'autres choses. Donc, il ne suffit pas. Il ne suffit jamais. Parce qu'il suffisait seulement, il n'y avait pas de problème. Vous voyez bien. Donc, s'il n'y aurait pas de problème là-bas, on n'allait pas vous donner ce sujet-là. Vous comprenez? Donc, il ne suffit jamais. Voilà. Donc, si on vous dit, suffit-il, par exemple, d'être conscient pour être libre? Suffit-il d'être conscient pour être libre? Vous enlevez le suffit-il en disant on pourrait ou bien on peut être conscient pour être libre. Et vous pouvez revenir pour dire cependant la conscience elle a des limites. Donc la liberté ici pose problème après. Et à part la conscience, vous voyez bien, à part la conscience, cela veut dire qu'il ne suffit pas. À part la conscience, il peut y avoir d'autres choses aussi qui peuvent nous permettre d'être libres. Vous comprenez? Donc ici, il ne suffit pas. Donc à part suffit-il, on peut vous poser des questions en disant faut-il? Voilà, faut-il? Comme par exemple quand on vous dit faut-il démontrer pour dire vrai? Il faut, quand on vous dit il faut, c'est une nécessité. C'est une nécessité. Et donc, s'il y a une nécessité, cela veut dire qu'il n'y a pas de problème, il n'y a qu'une seule réponse. Et s'il n'y a qu'une seule réponse, il n'y a pas de problème. Donc, ce n'est plus philosophique. On n'en a pas besoin en philosophie. Donc, il ne faut pas. Donc, il faut enlever le « il faut » en disant on pourrait démontrer pour dire vrai et vous montrer comment est-ce que la démonstration pourrait nous permettre d'accéder à la vérité. Vous voyez bien. Après, vous revenez pour dire cependant, la démonstration, vous voyez bien, la démonstration a des limites par rapport à son approche à la vérité et vous montrez les limites de la démonstration. Vous pouvez même revenir pour dire à part la démonstration, il y a d'autres manières pour accéder à la vérité. Donc là, vous avez construit une thèse, une antithèse et une synthèse. Et regardez, pour construire la thèse, l'antithèse et la synthèse, qu'est-ce que vous avez fait dans votre tête, pas sur la feuille. Parce que si vous faites ça sur la feuille, on va vous tuer. Dans votre tête, vous avez dit oui, on peut démontrer pour dire vrai. Non, on peut critiquer la démonstration. À part la démonstration, il y a d'autres manières d'arriver à la vérité. Donc, vous voyez bien oui, non, à part. Donc, le oui, vous avez changé cela en nuançant, en disant on pourrait démontrer pour dire vrai. L'antithèse, le non, vous avez fait quoi? Vous avez dit mais la démonstration porte des limites. Vous voyez bien. Et la troisième chose, vous avez fait quoi? À part la démonstration, il y a d'autres moyens aussi pour accéder à la vérité. Donc, là, faut-il, faut l'enlever. Donc, c'est la même chose que est-il nécessaire? Ou bien nécessairement? Ou bien forcément? Ou bien toujours? Lorsqu'on vous dit ces mots-là, vous vous dites ah, il y a un problème. Ce n'est pas toujours cela, parce que si c'était toujours cela, il n'y aurait pas de problème. Si c'était nécessairement cela, il n'y aurait pas de problème. Si c'était seulement cela, il n'y aurait pas de problème. Maintenant, pour qu'il y ait problème, il faut déconstruire cela en disant cela est possible, comme ça peut être autre chose, ou bien comme on peut remettre en cause cette position. Donc vous voyez bien, ici vous avez fait une gymnastique intellectuelle, vous avez appris à faire quoi? À danser sur une corde, mais par l'esprit. Vous comprenez? Donc il y a d'autres qui aussi, par exemple, quand on vous utilise le mot le seulement, ou bien la, comme par exemple,
la parole est-elle le moyen de communication? Si on vous donne ce sujet-là, la parole est-elle le moyen de communication? Attention, le mot le est différent du mot un. Vous voyez bien, si on vous disait la parole est un moyen de communication, cela veut dire qu'il y a un moyen, mais à part ce moyen-là, il y a d'autres moyens. Mais lorsqu'on vous dit le moyen, ça sous-entend le seul moyen. Ça sous-entend le seul moyen. Donc le seul, on l'a masqué ici. Mais si c'était la parole qui était le seul moyen de communication, là, il n'y aurait pas de problème. Et pourtant, le sujet doit avoir un problème. Et donc, si le sujet doit avoir un problème, il faut qu'on enlève le et qu'on le remplace par un. La parole est un moyen de communication, mais ce n'est pas le seul moyen de communication. Il y a d'autres moyens de communication. Et même, vous pouvez revenir même pour critiquer la parole, montrer les limites de la parole quant à sa fonction de communication. Vous voyez bien. Il y a aussi d'autres sujets aussi où on peut vous dire seulement ou autre chose. Ce n'est jamais seulement. C'est ça, ça pourrait être ça, mais ça pourrait être aussi autre chose. Donc ça, ce sont les pièges que vous devez retenir ici quand vous faites une dissertation. Maintenant, vous savez que la dissertation comporte 3 parties. Il y a une introduction, un développement et une conclusion. Dans l'introduction, on peut avoir 3 à 4 parties si vous voulez. Vous voyez bien, ça dépend de la manière dont vous traitez le sujet. Donc la première partie, c'est l'approche du sujet, ou bien le fait d'amener le sujet, ou bien tout simplement l'entrée en matière, c'est-à-dire le premier contact avec le sujet. Vous voyez bien. Et dans ce premier contact avec le sujet, l'élève doit être capable, dès le premier contact, d'imaginer ici, ou bien même d'identifier les problèmes du sujet. Parce qu'on a dit que le sujet pose problème, donc l'élève doit être capable d'identifier les problèmes du sujet. Ce n'est pas le seul problème, il y a les problèmes du sujet. Et donc de ce point de vue, il y a plusieurs manières. Il y a des élèves qui font quoi? Qui commencent par définir les termes clés. Peut-être que c'est la conscience ou bien l'inconscient ou bien autre chose. Et après cela, ils doivent identifier les problèmes du sujet. Et après cela, il y a des élèves qui font quoi? Qui commencent par une conception générale en faisant quoi? En partant du général pour arriver au particulier. Le particulier sera le problème qui sera posé ici. Il y a d'autres élèves qui peuvent commencer par une citation qui est dans le sens du sujet. Vous voyez bien. Et après la citation, ils essaient d'identifier ici les sens du sujet ou bien les problèmes du sujet. Les 3 manières sont acceptables. Mais il ne faut pas seulement citer et poser le sujet. Non, non. Il ne faut pas seulement définir et poser le sujet. Non, non. Il ne faut pas seulement aussi faire une conception générale et poser le sujet. Non, non. Il faut que les problèmes soient vus. Vous comprenez? Donc, pour que les problèmes soient vus, il faut que tu les identifies depuis ton travail de brouillon. Par exemple, lorsqu'on vous donne un sujet comme, voilà, faut-il être conscient pour être soi-même? Faut-il être conscient pour être soi-même? Vous voyez bien que ici, on est dans un rapport d'implication entre la conscience et être soi-même. Être soi-même, vous connaissez bien. Vous savez que c'est la question de l'identité. Vous voyez bien. Donc, on vous demande, est-ce que c'est la conscience qui nous permet d'avoir notre identité? Vous voyez bien. Donc, de ce point de vue, l'élève comprend qu'il ne faut pas seulement parce que le faux pose problème. C'est une nécessité. Il déconstruit le faux. Vous voyez bien. Et il le remplace par on peut ou bien on pourrait ou bien il est possible. Vous voyez bien. Il serait possible ou bien autre chose. Donc la conscience pourrait être un moyen d'être soi-même, c'est-à-dire d'avoir son identité. Ça, c'est le premier problème. Mais la conscience, elle a des limites. Vous voyez bien, il y a un deuxième problème. Vous voyez bien, la conscience, elle a des limites. Donc si elle a des limites, est-ce qu'elle nous permet réellement de saisir notre identité? Ça pose problème. Et l'élève, un autre élève peut venir pour faire une synthèse en disant, mais à part la conscience, vous voyez bien, il fait une 3e partie, à part la conscience, il y a d'autres aspects qui peuvent construire notre identité. Et ces autres aspects, vous avez vu, il peut être possible de penser l'inconscient freudien, vous voyez bien, ou bien de parler du corps aussi comme aspect de notre identité ou autre chose, vous voyez bien. Donc là, au moins, l'élève a vu 3 problèmes. 3 problèmes. C'est celui qui fait thèse, antithèse, synthèse. Et ce qui est obligatoire, c'est thèse et antithèse. Donc vous n'êtes pas obligé de faire une synthèse. C'est vrai que si vous faites une synthèse et que vous la réussissez, là, vous serez beaucoup plus noté par rapport aux autres. Mais en tout cas, une copie peut avoir 18, 19.
avec une thèse et une antithèse seulement, qui sont très bien faites. Ouais, bien. Donc, c'est cela. Donc là, il faut savoir construire les problèmes. Donc, devant notre sujet, on sait que la conscience peut nous permettre cela. Mais cette conscience aussi, elle peut poser problème pour l'élève qui veut faire thèse et antithèse. Ouais, bien. En montrant les limites de la conscience, il est en train de montrer que elle pose problème dans la connaissance de notre identité. Vous voyez bien. Donc, dès le début, il peut commencer par définir la conscience, parce que je sais que vous aimez tous la définition. Vous pouvez définir la conscience. C'est un mot qui vient du latin cum scientia, je ne sais pas quoi, vous le savez bien. Et après cela, en disant que la conscience pourrait, en un sens, nous permettre d'acquérir notre identité, dans la mesure où cette conscience-là, elle nous permet une présence à soi, voilà, une transparence à soi, de nous maîtriser, de maîtriser nos actes, de savoir qui nous sommes, etc. Mais cette conscience, vous voyez le deuxième problème, il construit le deuxième problème. Mais cette conscience, cependant, elle est limitée dans la mesure où il y a des choses qui échappent à sa vigilance. Vous voyez bien. Tac, il a construit deux problèmes. Donc après cela, il passe à la deuxième partie de l'introduction qu'on appelle poser le sujet. C'est-à-dire montrer quel est le sujet qui est demandé ici. C'est pourquoi on nous demande dans notre sujet 2 points. S'il veut, il peut poser le sujet tel quel et il peut le reformuler après. Vous voyez bien. Donc, faut-il être conscient pour être soi-même? Il le met entre guillemets parce que ce n'est pas sa phrase. Vous voyez bien. Et il revient pour pouvoir faire quoi? Faire une reformulation en disant que peut-être voilà, la conscience ou bien voilà, la conscience ou bien la raison, si vous voulez, vous pouvez le dire la raison, vous pouvez dire le bon sens aussi. La raison est-elle le seul élément qui pourrait permettre de définir notre identité? Ça, vous avez fait quoi? Vous avez fait une reformulation. Maintenant, attention, c'est là où se trouve le problème. Beaucoup d'élèves confondent reformulation et problématique. Vous comprenez? Reformulation et problématique. Si vous regardez, les deux mots ne se ressemblent pas. Reformulation, c'est-à-dire le sujet est formulé comme tel. Faut-il être conscient pour être soi-même? C'est la formulation du sujet. Et toi, tu viens pour faire quoi? Une reformulation. C'est-à-dire, tu essaies de dire le même sens que le sujet, mais en utilisant peut-être une tournure qui est différente. Tu peux changer la tournure de la phrase, ou bien changer aussi quoi? Changer tout simplement ce qu'on appelle les termes. C'est possible. Tout cela, c'est possible. Donc, ce n'est pas la problématique. La problématique, vous entendez bien le mot problème. La problématique, c'est le moment où vous essayez de faire quoi? Vous essayez d'identifier tous les problèmes que le sujet peut avoir. Si vous voulez, vous pouvez les identifier par des questions, si vous voulez. Vous pouvez les différencier par des questions. En faisant quoi? Peut-être posant des questions. En quoi la conscience pourrait-elle nous permettre d'avoir notre identité? Cependant, cette conscience n'aurait-elle pas des limites? À part la conscience, peut-il y avoir d'autres moyens de découvrir notre identité? Là, vous avez fait des questions, si vous voulez. Il y a d'autres aussi qui peuvent aussi faire la problématique par des phrases affirmatives. Si vous voulez, c'est possible. Voilà. La conscience, elle est capable parfois de nous montrer notre identité. Mais nous savons que cette conscience, elle peut poser aussi des problèmes dans la mesure où cette conscience peut être limitée. Donc, vous voyez bien, ça dépend de vous. Mais le faire aussi en question, c'est mieux. C'est mieux. Comme ça, vous retrouvez ici 2 éléments importants aussi de la philosophie, c'est-à-dire la question, bien le questionnement, et aussi les problèmes. C'est très bien. Après cela, vous pouvez faire votre plan. Votre plan, c'est quoi? C'est annoncer tout simplement ce que vous allez faire dans le développement. Vous voyez bien. Après cela, vous commencez votre développement. Et pour commencer votre développement, vous commencez cela par des idées. Voilà, les idées, dans chaque partie, il y a une idée. Et les idées, il faut les soutenir par des arguments. Vous voyez bien. Donc, vous savez que si vous voulez faire une thèse, une antithèse et une synthèse sur le sujet qu'on a pris, vous voyez bien. Donc, vous avez la thèse qui vous dit la conscience pourrait parfois nous permettre d'avoir notre identité. Mais cette conscience, deuxième partie, peut être limitée. À part la conscience, il y a d'autres aspects qui peuvent définir notre identité. Donc, vous avez 3 parties. Première idée, c'est la conscience pourrait nous permettre d'avoir notre identité. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous faites une introduction partielle. Ici, nous allons montrer en quoi la conscience pourrait nous permettre de définir notre identité. Point. Et vous commencez par des arguments. Faites au moins 3 arguments. Les élèves sont un peu
paresseux. Voilà, faites au moins 3 arguments à chaque partie. Voilà, vous avez cela, parce que vous avez les références du cours, vous avez aussi votre réflexion personnelle et tout cela, qui peut vous permettre d'enrichir ce que vous dites, les gars. Donc, mais au début de chaque argument, vous devez mettre un connecteur logique pour permettre au correcteur de vous suivre facilement. D'abord, blablabla, tu argumentes doucement, comme on l'a dit tout à l'heure, doucement, progressivement, tu argumentes doucement, progressivement. À la fin, si tu as une citation, tu la mets, qui est en rapport avec le sujet, et tu expliques la citation. Et si tu as aussi un exemple, tu mets l'exemple. Après, tu passes au deuxième argument, en faisant quoi? Ensuite. Vous voyez bien. Donc, si tu fais ensuite, tu fais la même chose aussi, tu argumentes doucement. Vous voyez bien. Et en faisant des phrases courtes. Parce que si vous faites des phrases courtes, ça va vous permettre de pouvoir faire moins de fautes. Vous voyez bien. Parce que plus votre phrase est longue, plus vous allez vous perdre, plus vous allez faire des fautes, et plus le professeur ne pourra pas vous suivre facilement. Les gars, je vous donne un conseil. Le professeur, le correcteur, il cherche une copie qui lui facilite la tâche. Une copie qui est facile à lire, parce que les écritures sont lisibles. Vous voyez bien. Une copie qui est facile à lire parce que les phrases sont claires, et l'élève sait ce qu'il veut dire. Et aussi le français est clair aussi. Eh bien, cette copie-là est mieux valorisée par rapport à une copie où le correcteur est obligé de se casser la tête pour savoir ce que tu es en train de dire. Ça, vous le savez déjà. Donc, après avoir fini la première partie, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez faire une phrase de transition. Vous pouvez même sauter une ligne. Dans la première partie, nous avons montré comment la conscience peut nous permettre de définir notre identité. Dans cette deuxième partie, nous allons montrer que cette conscience, cependant, comporte des limites. Après, vous faites d'abord, vous argumentez. Ensuite, vous argumentez. Si vous voulez, même vous pouvez changer en disant premièrement, deuxièmement, troisièmement. Ça dépend de vous, ce n'est pas un problème. Vous voyez bien. Après avoir fini ça aussi, vous faites une phrase de transition. Dans les 2 premières parties, nous avons montré comment la conscience peut nous permettre de définir notre identité. Et nous avons vu aussi, vous voyez bien, ses limites. Maintenant, nous allons montrer, à part la conscience, il y a d'autres aspects qui peuvent nous permettre de définir notre identité. Et vous exposez votre 3e partie. Vous avez fini votre développement. Et vous sautez 2 lignes. Vous faites votre conclusion. La conclusion, il n'y a que 2 parties obligatoires. La première partie, finalement, et vous résumez votre développement. Vous résumez votre développement. Après avoir résumé votre développement, vous donnez votre point de vue. Si vous pensez que c'est la conscience qui nous permet de définir notre identité, et pourquoi? Si c'est cette conscience, vous n'avez pas confiance en cette conscience, ou bien même si vous pensez que l'identité est faite par plusieurs choses en même temps, voyez bien que ça soit la conscience, le corps et tout cela, c'est une construction de toutes ces choses-là. En tout cas, c'est votre point de vue, vous donnez votre point de vue, mais en disant nous, dites-nous, c'est beaucoup plus humble. C'est ça la dissertation, les gars. Et je pense que on a un peu fait le tour de la dissertation. Maintenant, on va appliquer cela avec les autres professeurs. On va appliquer tout cela, vous voyez bien, sur la chaîne YouTube. Et je vous répète cela. Allez vous abonner en masse sur la chaîne YouTube. Allez vous abonner en masse sur la chaîne YouTube. Si vous ne vous abonnez pas en masse, les professeurs ne vont pas être très voilà, motivés à vous proposer ce petit travail-là. Donc, allez motiver les professeurs, abonnez-vous en masse. Je veux des milliers d'abonnés. Je veux des milliers d'abonnés, allez-y. Ah. Maintenant, à part la dissertation, vous avez autre chose, vous avez l'explication de texte. L'explication de texte, les élèves ont un peu peur de cela. Maintenant, on va faire l'explication de texte pour les séries générales. Pour les séries générales, le texte qu'on vous donne, c'est un point de vue d'un auteur par rapport à une question, peut-être, qu'on lui pose. Voilà. Ou bien il veut répondre à une question et il fait quoi? Il expose tout un livre. Voilà. Ou bien toute une thèse, c'est-à-dire c'est son point de vue. Il donne son point de vue. Et le texte qu'on vous donne, c'est un extrait, par exemple, d'un livre. Voilà. Où l'auteur donne son point de vue par rapport à des questions philosophiques. C'est son point de vue qu'il donne. Donc là, on ne vous demande pas votre point de vue au début. On vous demande tout simplement de comprendre le point de vue de l'auteur dans ce texte-là. C'est pour cela que le travail de l'explication de texte, c'est un travail qui est très important. Dans quoi? Dans, d'abord, le texte lui-même. Vous voyez bien? Et aussi le brouillon. Si vous voulez bien réussir, il faut d'abord faire ce qu'on appelle un corps à corps avec le texte. Il faut
perdre le maximum de temps possible dans la lecture du texte, dans la déconstruction du texte. Parce que le texte, qu'est-ce qui le rend difficile? Parce qu'il est construit de manière hermétique. Vous comprenez? Donc, pour pouvoir bien comprendre le texte, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le déconstruire pour voir réellement son sens qui est à l'intérieur. Parce que les auteurs en général utilisent un langage qui est quelque peu élevé et tout cela. Donc, pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, les gars, il faut lire le texte plusieurs fois. S'il te faut 40 lectures, fais 40 lectures. Tu as 4 heures de toute façon. Voilà, donc ce n'est pas un problème. Donc, faites le maximum de lecture possible. Et si vous lisez le texte plusieurs fois, qu'est-ce qu'il faut essayer de vous dire? Est-ce que le texte est un texte à double sens ou bien c'est un texte à un seul sens? Si c'est à double sens, c'est-à-dire l'auteur propose un point de vue qui n'est pas son point de vue, et après il vient pour critiquer ce point de vue-là, c'est-à-dire pour proposer son point de vue. Donc c'est à double sens. Donc il propose un point de vue, vous voyez bien, et il vient maintenant pour détruire ce point de vue-là, en posant son point de vue. Donc ça, c'est un texte de comparaison. C'est un texte à double sens. Et si c'est un texte à un seul sens, là c'est facile, parce que là, il vient, devant cette question-là, il donne son point de vue. Du début à la fin, il donne son point de vue. Il dit ce qu'il pense de cette question philosophique. Vous comprenez? Donc de ce point de vue, il peut, en proposant son point de vue, il peut être en train de critiquer quelque chose. Ou bien il peut être en train de glorifier quelque chose, c'est-à-dire de valoriser quelque chose. Ou bien il peut être en train de construire un point de vue. Ça dépend. Maintenant, vous avez fait de la littérature, les gars. La littérature va vous aider là-dessus. Je sais que vous avez fait tous de la littérature. Et retenir les registres du texte. Est-ce que c'est un registre polémique? Vous voyez bien. Ou bien est-ce que c'est un registre satirique? Vous voyez bien. Ou bien est-ce que c'est un registre peut-être quelque peu comique ou bien peut-être autre chose? Retenir les registres aussi comme en littérature. Si vous avez ces connaissances en littérature, ça va vous arranger beaucoup plus. Si vous n'en avez pas, ce n'est pas un problème. Si vous êtes capable aussi de repérer aussi la pensée de l'auteur, c'est pour cela que les cours en classe sont importants. Si vous voyez par exemple un texte de Descartes sur la conscience, ou bien un texte de Descartes sur l'inconscient, vous savez que Descartes ne va pas valoriser l'existence de l'inconscient. Il va rejeter cela parce qu'il est un rationaliste, il croit au pouvoir de la conscience. Donc ça, ce sont les connaissances que vous avez sur l'auteur qui vous permettent de mieux approcher le texte. Vous voyez bien. Si vous êtes capable aussi de faire du travail de corps à corps du texte en retenant ici les points de vue de l'auteur, par exemple, en regardant les tonalités de son écriture, vous voyez bien, en regardant s'il y a des lyrismes personnels, en regardant, vous voyez bien, ce sont les registres tout simplement littéraires qui vous permettent d'approcher un texte. Donc en le lisant plusieurs fois, après, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez essayer de pouvoir diviser le texte en arguments. Donc, si tu lis bien le texte en faisant tout ce que je t'ai dit, tu vas comprendre l'idée générale du texte. Ce n'est pas une phrase que tu vas recopier du texte. Non, non. C'est ta compréhension générale du texte. Et cette compréhension générale du texte, c'est l'idée générale. C'est l'idée directrice. Donc, voyez bien, donc, cette idée générale, l'auteur, pour pouvoir soutenir cela, il va mettre en place des arguments. Et toi, le deuxième point que tu dois faire, c'est de repérer les différents arguments. S'il y a 2 arguments, ou bien 3 arguments, ou bien 4 arguments, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois pouvoir les reconnaître et diviser le texte en ce nombre d'arguments-là. Donc, pour reconnaître les arguments du texte, si le texte est facile, vous aurez des connecteurs logiques. D'abord, ensuite, ou bien quelque chose comme cela, mais, ou bien autre chose. Vous avez des connecteurs logiques, et les connecteurs logiques vous permettent de diviser le texte. Si vous n'avez pas de connecteur logique dans le texte, il faut rechercher les exemples. À chaque fois qu'il y a un exemple, l'auteur, sûrement, il a fini d'exposer ici un argument. Donc l'exemple vient à la fin de l'argument. Donc l'argument est fini. Et si le texte n'a ni argument, ni connecteur logique, tu écoutes la musique du texte. Je sais que vous êtes des mélomanes, tu écoutes la musique du texte. En lisant le texte, tu sens qu'ici il parlait de ça, mais maintenant il a changé pour parler de ça. Et tu essaies de le diviser et de retenir l'essentiel de ce qu'il disait ici. Et qu'est-ce que tu fais à côté du texte? Dès que tu as divisé à côté du texte, tu résumes par tes propres mots ce qu'il disait dans cette partie. Et cette partie-là aussi, il parlait de cela, tu résumes à côté de cela, à côté du texte. Vous voyez bien. Donc,
pour pouvoir faire ce travail-là, les gars, ayez des crayons de couleur ou bien des surligneurs. Voyez bien, tenez le texte, encadrez les mots importants, supprimez les exemples pour raccourcir le texte. Voyez bien, encadrez les parties importantes sur chaque partie, c'est-à-dire sur chaque argument à côté, essayez de le résumer. Voyez bien, sortez les mots qui montrent peut-être qu'il critique. Voyez bien, hein? Ou bien les mots qui montrent qu'il est en train de poser sa subjectivité, c'est-à-dire son point de vue, comme quand il dit je ou bien autre chose. Voyez bien, tout cela, vous le mettez en couleur. Et après avoir fini cela, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez déconstruit le texte. Et après cela, il faut commencer maintenant à pouvoir exposer. Nous, ici à Djibouti, si vous allez dans votre manuel, dans les dernières pages, comment est-ce que nous faisons notre explication de texte? Vous commencez par faire quoi? En premier lieu, vous présentez le texte. Le texte que nous nous proposons de commenter ou bien d'expliquer est écrit par Aristote. Parce que nous, on va vous donner que l'auteur. Si c'est Aristote ou bien Descartes ou bien Platon ou autre chose. Le texte que nous nous proposons de commenter est écrit par Platon. Point. Deuxième, après tu vas à la ligne, c'est l'introduction. Tu vas à la ligne, tu fais quoi? Tu proposes le thème. Par exemple, le thème de ce texte, si le thème parle du travail, le thème de ce texte porte sur le travail. Si c'est le travail, par exemple, aliéné, tu précises peut-être si tu veux. C'est le thème plus précis. Il porte sur le travail aliéné, point. Ça, c'est le thème. Mais maintenant, après le thème, qu'est-ce que tu dois reconnaître maintenant? Les problèmes du texte. Les problèmes. Et devant tous ces problèmes-là, l'auteur, il a donné son point de vue. Il a choisi un problème. Voyez bien. Donc, par exemple, si le texte parle, par exemple, du fait que le travail, vous voyez bien, est-ce qu'il est quelque chose qui nous valorise ou bien est-ce que le travail est quelque chose qui nous aliène? Voilà. Donc, si tu veux, ces problèmes du texte, tu peux les faire en phrases affirmatives ou bien en des questions. Si tu les fais en phrases affirmatives, tu vas dire, dans ce texte, il s'agit de savoir si le travail est un moyen de valorisation ou bien est-ce qu'il est ce qui nous aliène. Ce sont les deux problèmes. Vous voyez bien? Point. Ou bien, tu le fais en question. Le travail est-il ce qui nous aliène? Si tu veux, tu peux le faire comme ça, comme un sujet de dissertation. Et l'auteur a essayé de répondre à cette dissertation. Ou bien, tu continues, le travail est-il ce qui nous aliène? Ou bien, le travail est-il un moyen de valorisation de l'homme? Tu proposes deux questions si tu veux, en disant peut-être que ça c'est la thèse, ça c'est l'antithèse, peut-être. Et entre ces deux parties-là, l'auteur, il va choisir son camp. Son camp, peut-être que c'était un texte de Karl Marx où il parlait de l'aliénation du travail. Là, tu fais l'autre partie qui suit, qui est quoi? Qui est la thèse de l'auteur. Et la thèse de l'auteur, attention les gars, il ne faut pas recopier le texte. Il faut être capable de résumer le texte, le point de vue de l'auteur, par votre propre conception, les gars. Donc là, vous allez venir pour dire, dans ce texte, l'auteur nous montre que le travail est aliénant pour l'homme, dans la mesure où l'ouvrier qui travaille, vous voyez bien, perd sa liberté, il n'est pas heureux dans son travail et il devient animal. Point. Donc, devant cette question-là, est-ce que le travail est ce qui nous aliène ou bien est-ce que le travail est ce qui nous valorise? Lui, voilà son point de vue que tu as résumé. Ça, c'est la thèse de l'auteur. Après la thèse de l'auteur, si tu veux, tu peux faire directement le plan. Mais le plan, attention, je vais le répéter encore une fois. Le plan de la dissertation et le plan du commentaire sont différents. La dissertation, le plan, c'est toi qui le construis par rapport à ta compréhension du sujet. Mais le plan de l'explication du texte dépend de quoi? Dépend des arguments du texte. Les arguments que l'auteur a proposés dans le texte. Si l'auteur a proposé 3 arguments, par exemple, donc ton plan aura 3 parties. Donc ton développement aura 3 parties. Vous comprenez? Donc d'abord, il parle de ça. Ensuite, il parle de cela. Enfin, il parle de cela. Donc, par exemple, si vous prenez le texte du travail, c'est Karl Marx que presque tout le monde a fait quand il disait que le travail est forcé et que l'ouvrier perd sa liberté, il est malheureux, le bestial devient l'humain, l'humain devient le bestial. Ce texte-là, presque tout le monde l'a fait. C'est un texte classique. Donc là, vous pouvez dire que ce texte est composé de 3 parties. Une première partie où Karl Marx montre que l'ouvrier qui travaille, il est en train tout simplement de faire quelque chose par besoin. Il travaille par besoin, mais pas par volonté. Ce n'est pas sa volonté qui travaille. Ce n'est pas parce qu'il le veut, ce n'est pas parce qu'il est libre, mais il travaille tout simplement pour satisfaire un besoin. Il est forcé. Donc ce travail forcé-là,
cause la perte de la liberté et de toute initiative de l'homme. Deuxième partie. Et troisième partie, il dit que réellement, quand l'homme est comme cela, il est aliéné et il devient une bête, il devient un animal, cet ouvrier. Donc vous allez montrer que, vous allez dire que dans notre travail, nous allons composer par trois parties. Une première partie où on va parler voilà, de la notion voilà, de travail forcé, vous voyez bien dans le texte. Hein. Ensuite, nous allons montrer comment est-ce que l'ouvrier perd sa liberté quand il travaille voilà, dans ce système capitaliste. Et enfin, nous allons montrer que cet ouvrier-là va se déshumaniser pour devenir un animal. Donc ce plan-là dépend du texte. Après cela, tu sautes 2 lignes et tu commences ton développement. Le développement, c'est quoi? On a dit que dans notre texte-là, si on considère ce texte-là, notre travail se compose en 3 parties. Et donc, s'il y a 3 parties, donc notre développement aura 3 parties. Et dans chaque partie, qu'est-ce que tu dois commencer par faire? D'abord, tu reformules l'argument si tu veux. Le premier argument, tu sais qu'ici, l'auteur parle, voilà, tu peux dire ici, l'auteur nous montre comment est-ce que le travail est forcé chez l'ouvrier. Première chose. Vous voyez bien. Hein? Osama, merci beaucoup. Vous voyez bien. Après avoir reformulé l'argument, qu'est-ce que tu fais? Tu recherches ici les termes clés. Par exemple, tu as vu travail, tu as vu contrainte. Ce sont des termes que vous avez appris en classe. Par exemple, ici, tu peux définir le mot travail. Après, tu définis le mot contrainte. Après cela, tu commences quoi? L'explication en tant que telle. C'est là que tu commences à argumenter comme en dissertation. Tu prends cet aspect de l'auteur dans cette partie-là. Tu l'as bien compris, cette partie. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends tout le temps de bien l'expliquer. De bien l'expliquer. Ici, Karl Marx voulait dire quoi? Tu expliques, mais tu ne restes pas seulement dans l'explication. Parce que si tu argumentes seulement, tu fais de la dissertation. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Après avoir bien expliqué, reviens pour citer une partie du texte qui dit la même chose que toi et tu expliques cette partie. C'est-à-dire citer le texte. Donc, après avoir un peu argumenté, tu cites le texte et tu expliques ce que tu as cité. Maintenant, si tu restes seulement dans le texte, en essayant de reformuler les phrases par Karl Marx seulement, tu fais de la paraphrase. Et on te coupe la tête. Et si tu expliques seulement ce que tu as compris, tu fais de la dissertation. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire un va-et-vient entre ta compréhension et le texte. C'est ça l'explication. Et c'est ça qui est obligatoire. Maintenant, l'élève qui veut, il peut faire une discussion. Après avoir bien expliqué, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut revenir pour remettre en cause ce point de vue de Karl Marx. S'il a un point de vue opposé à ce que dit Karl Marx, il peut le remettre en cause. Et s'il a un auteur, par exemple, qui dit le contraire de ce que dit Karl Marx dans cet argument, il peut venir aussi proposer cet auteur-là pour remettre en cause cela. Ça, c'est la discussion. C'est facultatif. Ce n'est pas obligatoire. À Djibouti, nous faisons l'explication du texte, pas le commentaire. Vous comprenez? Donc, la discussion, si vous avez une discussion, une position contraire, vous voyez bien, qui est différente tout simplement du point de vue de l'auteur dans cet argument, vous pouvez proposer cela. Mais si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave. Vous faites quoi? Vous faites une phrase de transition et vous passez au deuxième argument. Et vous faites la même chose. Vous faites après une phrase de transition et vous passez au troisième argument. Vous faites la même chose. Après avoir fini cela, qu'est-ce que vous faites? Vous proposez une conclusion. Vous sautez 2 lignes, vous faites votre conclusion. La conclusion ici va être quoi? Va être tout simplement le sommaire du développement. C'est-à-dire, il s'agissait de quoi ici dans le texte? Tu fais, c'est comme dans la dissertation. Après cela, tu donnes ton point de vue par rapport au texte. Comment tu trouves le texte? Par rapport à la thèse de l'auteur, c'est-à-dire par rapport à l'idée que propose ici l'auteur dans le texte. Tu donnes ton point de vue, si tu es d'accord ou bien si tu n'es pas d'accord. Et pourquoi? Khalas, tu as fini le commentaire ou bien l'explication du texte. Et pour les élèves de SG, le même travail que j'ai dit ici pour les séries générales, c'est le même travail que vous devez faire avec le texte. Restez près du texte, lisez le texte le maximum de fois possible, surligner, supprimer, barrer, encadrer, encercler, pour retrouver tout simplement le véritable sens du texte, pour retenir la substance du texte, pour déconstruire le texte. Composez les différentes parties du texte et après avoir découpé chaque partie du texte, vous montrez ici un petit résumé de la partie du texte. Est-ce que vous comprenez? Donc après avoir fait cela, vous avez mis ici le texte dans votre poche. Et si vous mettez le texte dans votre poche,
Pour vous, les élèves de SG, ce sera encore beaucoup plus facile parce que vous, les questions qu'on va vous poser, ce ne sera pas comme eux. Eux, c'est libre. Ils suivent toute une méthodologie, les séries générales, par exemple. Mais vous, en SG, qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande tout simplement de répondre à des questions en premier lieu. D'abord, on vous demande le thème du texte et la thèse de l'auteur. Par exemple, si le thème est le bonheur, vous dites que le thème du texte, voilà, porte sur le bonheur. Et vous donnez la thèse de l'auteur, c'est-à-dire qu'est-ce que l'auteur est en train de dire ici en tout. Donc, en général, il parlait de quoi ici dans le texte? Donc, et là, vous ne devez pas recopier le texte. Vous, les élèves de SG, vous avez cette habitude. Ne recopiez pas le texte. La thèse de l'auteur, ce n'est pas une phrase du texte, ni la première phrase aussi du texte. Il y a des élèves qui viennent, ils t'écrivent la première phrase du texte en disant c'est la thèse de l'auteur. Ça, c'est pas ça. Il faut comprendre le texte et revenir par votre propre compréhension, résumer la thèse de l'auteur par rapport à ce que vous avez compris en général. Si vous faites ça, vous donnez le thème du texte et la thèse de l'auteur, au minimum, vous avez 6 points. Au maximum, vous avez 8 points. Parce que des fois, on peut faire 3 points. Vous avez 4 points ou bien 6 points. 4 points ou bien 6 points. Des fois, on peut faire 2 points pour le thème et 2 points pour la thèse de l'auteur. Ça vous fait 4 points. Des fois, on fait 3 points pour le thème et 3 points pour la thèse de l'auteur. Ça vous fait 6 points. Gratos, parce que tu as bien fait un travail avec ton texte. Khalas. Tu viens dans la deuxième partie, on te pose une deuxième question en te disant quels sont les différents mouvements de l'argumentation, expliquez-les. C'est-à-dire, quels sont les différents arguments dans le texte. Vous voyez bien, les différents arguments dans le texte, quand tu lis le texte, tu cherches les arguments. Tu l'as fait tout à l'heure en cherchant tout simplement à découper le texte en parties et en le résumant par tes propres mots. C'est ça que tu viens, tu mets. Par exemple, si tu as découpé le texte en 3 parties, tu as vu 3 arguments et tu les as résumés. C'est ça que tu fais. Comme le texte de Karl Marx qu'on vient de voir, tu vas dire, notre texte est composé de 3 parties. Dans une première partie, Marx nous montre comment le travail de l'ouvrier est un travail contraint. Dans une deuxième partie, si tu veux même, tu peux donner des lignes, ça dépend de toi. Tu peux dire de la ligne 1 à la ligne 7 par exemple. Ensuite, l'auteur nous montre comment est-ce que l'ouvrier perd toute autonomie et toute volonté. Et c'est de la ligne peut-être 8 à la ligne 12 si tu veux. Et enfin, il nous montre comment est-ce que l'auteur, qui est l'homme ici, le travailleur, devient un animal. Il se bestialise, vous voyez bien, de la ligne 9 à la fin. C'est-à-dire de la ligne 12 à la fin, par exemple. Si tu fais ça, tu as au minimum 4 points, au maximum 6 points. Ça dépend de la difficulté. Vous voyez bien, donc ça dépend de la difficulté du texte. Après cela, qu'est-ce qu'on vous donne? On vous donne 2 phrases du texte. 2 phrases qui sont tirées du texte. Et on vous demande de faire quoi? On vous demande d'expliquer ces 2 phrases-là. Donc, vous expliquez la première phrase. Expliquer, ce n'est pas reformuler. On vous donne une phrase, vous expliquez. Vous prenez votre temps, vous expliquez. On vous donne une deuxième phrase et vous prenez votre temps, vous expliquez. Là-bas, vous aurez 3 ou bien 2. Donc, au minimum 4 points, au maximum 6 points. Et enfin, on vous donne une mini-dissertation. Par exemple, on peut vous dire, là, je vous donne un petit tuyau, vous les élèves de SG. La dernière question, c'est-à-dire la mini-dissertation. En commençant votre texte, commencez par ça. Lisez-la pour la mini-dissertation. La mini-dissertation, c'est soit la thèse du texte ou bien l'antithèse du texte. C'est-à-dire, c'est soit l'antithèse du texte, la mini-dissertation, c'est soit, vous voyez bien, ce que dit l'auteur, ou bien le contraire de ce que dit l'auteur. Par exemple, on vous donne un sujet de dissertation en vous disant « Le travail est-il aliénant pour l'homme ?» Là, c'est la thèse du texte, c'est ce que disait Karl Marx. Ou bien on peut vous donner un sujet en disant « Le travail est-il ce qu'il valorise l'homme ?» Donc ça, c'est le contraire de ce que disait Karl Marx dans le texte. Vous faites une petite introduction, un petit développement avec une thèse et une antithèse, et une petite conclusion. Ça peut être entre 8 points, ou bien 10 points, ou bien même peut-être autre chose. Et vous, les élèves de SG, vous avez fini. Et pour le second tour, les textes qu'on vous propose sont des textes faciles, des textes de 10 lignes en général. Donc, les textes de 10 lignes qu'on vous donne, et avec des questions. Vous faites le même travail que je vous ai dit pour pouvoir comprendre le texte. Et après cela, qu'est-ce que vous allez faire? La première question qu'on vous donne au second tour, on va faire tout cela sur le groupe de YouTube.
Présentation du texte. Par exemple, si c'est un texte qui est écrit par Aristote et que c'est tiré du livre, je ne sais pas, Éthique à Nicomaque, vous allez dire, le texte qu'on nous a proposé est écrit par Aristote. On va vous donner seulement Aristote. Ou bien seulement Platon. Ou bien seulement qui, c'est-à-dire le nom de l'auteur seulement. On va seulement vous donner le nom de l'auteur. Donc vous allez dire, le texte qu'on nous donne est écrit par, je ne sais pas, Karl Marx. Ou bien par Aristote. Si tu écris ça, tu as au moins un point, gratuit. Gratos comme ça. Deuxième question, on vous demande le thème du texte. Si le texte porte sur le vivant, tu vas dire, ici le texte porte sur le vivant. C'est le thème. Tu auras 2 points ou bien 3 points. Après, troisième question, on vous demande la thèse de l'auteur. C'est-à-dire, tu as bien compris le texte, tu vas dire que dans ce texte, l'auteur nous parle de... Et tu résumes la pensée de l'auteur par tes propres phrases. Après cela, on vous demande les différents arguments. Tu vas dire que le texte est composé, par exemple, s'il y a 2 arguments, tu vas dire que le texte est composé de 2 arguments. D'abord, l'auteur commence par dire ceci, de la ligne telle à la ligne telle. Ensuite, il continue par dire cela, de la ligne telle à la ligne telle. Et vous avez 4 points ou bien quelque chose comme cela facilement, ou bien 6 points même des fois. Et après, on vous donne 2 phrases tirées du texte à expliquer. Vous prenez votre temps, vous expliquez les 2 phrases. 2 points, 2 points, ou bien 3 points, 3 points. Et après, on vous dit, êtes-vous d'accord avec la thèse de l'auteur? Donc, tu as compris le texte, tu as déjà trouvé la thèse de l'auteur. Et tu dis, si tu es d'accord avec la thèse de l'auteur, tu argumentes pourquoi tu es d'accord. D'abord, ensuite, enfin. Si tu n'es pas d'accord, tu dis pourquoi tu n'es pas d'accord, tu argumentes. Si tu veux donner aussi une position, vous voyez bien, si tu veux aussi donner une position aussi dialectique, tu peux le faire. On pourrait être d'accord, mais on pourrait ne pas être d'accord. Tu fais cela. Et ce modèle-là, c'est pour toutes les séries, que ce soit SG ou bien les séries générales. C'est comme ça qu'on veut le faire. Maintenant, les gars, je pense qu'on a fait le tour. Voilà, maintenant, allez vous abonner sur la chaîne YouTube. Voilà, vous avez vu la description, je vais vous envoyer le lien. Allez vous abonner et on va choisir par exemple chaque domaine, plusieurs sujets et un professeur va vous expliquer le sujet. Vous aurez des écrits et tout cela. Vous voyez bien. Chaque domaine, plusieurs sujets. Chaque domaine, plusieurs sujets. Chaque domaine, plusieurs sujets. On va faire cela jusqu'à août, Inch'Allah. Et on va faire aussi des cours là-bas. Je vais vous préparer des cours, vous voyez bien, avec support de diaporama ou bien support aussi, vous voyez bien, de, je ne sais pas si vous des diapositives et tout cela. Il y aura des fichiers peut-être PowerPoint et tout cela. Vous aurez tout cela avec de l'animation et tout cela. Vous allez maîtriser chaque concept en philosophie. En tout cas, qu'on utilise ici, les repères, vous allez les maîtriser. Les sujets, vous allez les maîtriser. Les cours, vous allez les maîtriser. Inch'Allah, d'ici au jour où on va se retrouver encore dans les lycées. Inch'Allah. Respectez les mesures. Restez chez vous. Respectez les distances. Lavez-vous les mains régulièrement. Respectez ce qu'on vous dit. Respectez les mesures. Et Inch'Allah, on va revenir très fort en classe. Ramadan Karim à tout le monde. Voilà. Bye bye.